Bonjour à toutes et à tous, et merci encore d'être nombreux pour cette Ah ouais, 1, 2, 1, 2, 3, oui, il faut vraiment le mettre sur le menton. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être si nombreuses et si nombreux à cet atelier autour des persistantes et des persistants. Je crois que le mieux, c'est qu'on fasse... comme hier, je dis ça parce que nous avons 2 camarades, nous sommes 3 à avoir déjà fait un séminaire hier sur le thème de la vieillesse et du genre. Et je pense que en tout début, chacune va se présenter et présenter les raisons pour lesquelles elle est là. Dans un deuxième temps, des thématiques vont être abordées. Puis dans un troisième temps, la parole à la salle. Nous veillerons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça marche mieux avec toi? 1, 2, 3, non, pas plus. Nous veillerons. 1, 2, 3. Bon. Nous veillerons à respecter les horaires pour pas que vous subissiez ce que vous avez subi pendant un quart d'heure, à savoir d'être écrasé devant l'escalier. Merci beaucoup. Alors, il va falloir avoir de la voix. Ouais, 1, 2, 3. J'y arrive pas. 1, 2, 3. Allô? Non. Le son se rétablit quand la télévision s'allume. Ça marcherait. Bon. Ah, d'accord. Ah. Non, mais elle s'allume d'elle-même. Elle s'éteint et elle s'allume d'elle-même. 1, 2, 3. Alors Mélissa, allez-y, commencez. Merci. Donc je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis sociologue sur la thématique du vieillissement. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur... Bah, je vais pas... Donc, je vais me mettre debout. Merci. Bienvenue. Oui. Ah voilà. Bon. Vous m'entendez mieux. Donc je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur le sujet. Et les raisons pour lesquelles on est là, je pense que mon point de départ, qui était ma thèse, portait sur les modes de vie des jeunes retraités, mais particulièrement sur leur engagement et leur utilité à travers, à l'époque, le bénévolat et le travail à la retraite. Et au fur et à mesure, donc sous Anne-Marie, Anne-Marie était ma directrice de thèse qui va se présenter juste après. Et puis, depuis 10 ans, j'ai vu aussi évoluer les modes d'engagement et les différentes appétences qui émergent, je dirais, à la fois auprès des retraités et aussi de manière plus générale. Mais je pense qu'on va y revenir au cours de la table ronde. Bonjour à tous. Donc Anne-Marie, comme Mélissa vous l'a dit, j'ai été sa thèse parce que je suis professeure émérite de Paris-Cité. Je raconterai tout à l'heure pourquoi je continue par une sorte de devoir citoyen aussi,
d'utiliser mes recherches, j'en fais encore d'ailleurs, mais beaucoup de recherches comparatives, donc qu'est-ce qui se passe ailleurs, etc. Et ça permet parfois de comprendre nos blocages, notamment sur la loi grand âge, mais aussi sur la réforme des retraites, enfin tous ces aspects-là que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je crois devoir rendre à la communauté ce que j'ai acquis autour de ma carrière. Guillemard. Non, je suis Odile Plan, créatrice et présidente d'une association qui s'appelle Orgris, Seniors Acteurs des Territoires. Et on travaille pour, au-delà de l'image qui nous est donnée le plus souvent d'une jeunesse, d'une vieillesse négative et poids social, nous travaillons dans le même sens que Mélissa, sur les seniors sont des ressources. Ils font dans la société, et je vous raconterai une histoire tout à l'heure qui montre bien ça. Donc, pour nous, les seniors sont des ressources, des acteurs, des initiateurs, et sans eux, on ne peut rien faire. Sans eux, la société, sans eux dans la société, on serait quand même sacrément dans la merde. Bonjour, moi c'est Clémentine Gay, je suis chargée de mission à la plateforme Vieillissement et Précarité. Si vous voulez faire un jeu de mots, ça s'appelle la plateforme VIP aussi. On est un service en fait d'une association qui est basée à Grenoble, qui s'appelle le Relais aux Anames, qui est une asso d'hébergement et de logement social. Et on s'est posé des questions il y a quelques années, en 2015, sur comment on peut accompagner concrètement les personnes précaires vieillissantes, parce qu'on en avait de plus en plus au sein de l'asso, ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que les précaires aussi arrivent à prendre de l'âge aujourd'hui. Et du coup, depuis le début, on a travaillé avec et pour les personnes précaires, c'est-à-dire qu'on a commencé par une recherche-action. Et depuis le début, on est professionnels et personnes hébergées, personnes accompagnées, main dans la main dans ce projet. Et ils nous accompagnent en tant intervenants de pair sur tous nos projets. On pourra revenir peut-être plus en détail sur ce qu'on fait après, mais nous, c'est ce qu'on vient présenter ici. C'est notre travail main dans la main avec les personnes concernées, qui sont du coup les précaires vieillissants. Voilà. Moi, ça va être vite fait. Moi, c'est Chantal et je suis intervenante pair à VIP, la plateforme VIP. Alors, on va commencer par ce mot de persistant, qui persiste. Ça peut avoir une connotation positive, mais ça peut avoir une connotation négative. C'est-à-dire que c'est des gens qui voudraient s'accrocher à un fantôme d'insertion professionnelle qu'ils ont été obligés de quitter. Alors que ce mot de persister, d'aidant, il y a beaucoup de brouillard des mots pour cacher ce que nous faisons de manière majoritaire. Comment comprendre ce mot de persistante et de persistant, Mélissa? Ah, ça s'est arrêté. Tu veux commencer? Non. Toup. Vous allez faire le duo? Oui, oui, c'est reparti. Je pense que ça va prendre un peu de temps, comme tout à l'heure. Ça me permet de réfléchir à... Oui, non, toujours pas. Bon, ça va revenir alors. Bon, Eh bien, donc ce terme de persistant, et puis ensuite le brouillage des mots, ce que vous disiez, Laure. Je pense qu'en effet, il y a cette question de est-ce qu'il faut dénommer. On voit bien qu'il y a quand même. Moi, je parlais de bénévolat aussi. On parle d'engagement, de volontariat. Mais derrière, quand même, il y a ce. Je pense qu'il faut peut-être sortir des mots et juste de la manière dont les gens s'engagent. Je me dédouane de votre question, en fait, mais je trouve qu'on voit de plus en plus un engagement qui n'est pas dans la persistance, dans la tension, mais au contraire qui est dans un engagement en lien avec de plus en plus d'affinités, ou en tous les cas de plus en plus en lien avec soi et ce qu'on désire. Quand je dis ça, pour être plus précis, vous voyez, j'ai réalisé une étude sur les pratiques écologiques et environnementales des jeunes retraités, et notamment j'ai rencontré des retraités qui étaient engagés
dans des groupes écologiques et dont une qui participe, dont plusieurs qui participaient à des actions non violentes. En tous les cas, les personnes, hommes et femmes que j'avais rencontrées, qui étaient engagées, ils avaient en fait toujours été engagés, ils avaient mis en place des pratiques, là relatifs à l'écologie et aux éco-gestes, mais dans leur retraite, il y a eu des déclics qui se sont faits parce qu'aussi il y avait eu des possibilités qui se sont offertes et ils ont voulu s'engager, mais en lien avec quelque chose qui les tenait à cœur. Vous voyez, c'est comme si et donc ce n'est pas dans ce que je vous dis. Cette volonté, comme hier on disait, il y a une personne qui a posé la question des valeurs, vous voyez, de sortir de la performance. Je trouve que la persistance ne doit pas être une tension dans une société de la performance qui en fait dévalorise d'autres formes d'engagement, d'autres formes de contemplation. Marie de Henzel dans un livre parlait de contempler. Et donc ces engagements sont aussi multiples mais très en lien avec soi-même ou dans des affinités qui font partie de soi, quoi, ou qu'on découvre là et avec. Mais peut-être que ça se rebondira, et je pense que c'est important aussi a posteriori d'en parler, de comment aussi on fait pour soi. On parle beaucoup des premiers concernés, et je pense que c'est aussi le sujet avec le public des retraités. Anne-Marie, Oui. pourquoi vous avez travaillé sur ce thème-là longtemps avant tout le monde? Qu'est-ce que vous avez découvert à l'intérieur de ce monde-là? Ouais, moi, j'ai fait une des premières thèses en France sur le problème de la retraite et des retraités. Donc, effectivement, je suis tombée dedans en tant que jeune sociologue et j'ai fait ma thèse avec Touraine sur cette question et ça a donné la retraite une mort sociale. Donc, j'étais déjà dans le combat. Mais pour revenir à ce terme de persistant, pour moi, c'est un peu français parce que on voit en France un retraité, il s'accroche, s'il continue. Et j'ai eu beaucoup de récits quand j'ai travaillé sur les compétences et la manière dont le bénévolat, la manière dont certains retraités avaient choisi d'avoir des activités bénévoles. Et il y avait un parcours du combattant pour arriver à faire reconnaître ce qu'il pouvait apporter, parce qu'il y avait une méfiance. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'assez français, parce que si vous allez aux États-Unis, il y a une logique qui est de rendre à la communauté. Give back to the community. Et le bénévolat, c'est tout au long de la vie, et c'est give back to the community. Et en France, un retraité qui veut prolonger des activités sociales, être utile, trouver une utilité sociale, eh bien, c'est un parcours du combattant et ça l'est toujours. Et le responsable du France Bénévolat dit la même chose, hein, c'est connu. Donc, moi, alors si je reprends sur mon expérience, oui, non, mais parce qu'il s'accroche. C'est la même chose. On a en France, on a en France des barrières d'âge. On est très formaté sur les barrières d'âge. Et ça, en comparaison internationale, on s'en rend compte tout de suite. L'âge est central dans la manière de gérer les populations en France. Il ne l'est plus, y compris pour la retraite, on l'a vu récemment. Mais il ne l'est plus dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en Suède, il n'y a plus d'âge de la retraite légale. Ça n'existe plus. En Finlande non plus. Il y a un âge à partir duquel vous pouvez choisir de prendre votre retraite. Oui, dans beaucoup d'endroits. Et donc, cette idée d'âge, c'est très franco-français. On persiste dans ça. Alors, eux, ils persistent, oui. Moi, si je peux me ranger dans les persistants, c'est que j'ai envie de donner, et ça me stimule de suivre toutes ces questions, justement pour militer, pour que ça change. Pour que l'âge ne soit plus un motif de discrimination dans toutes les activités, finalement, et qu'on conçoive
l'âge comme un moment d'inutilité sociale qui coûte cher à la société. Enfin, en gros, c'est ça. Et je crois que nous devons tous militer pour que soient reconnues ces ressources. Parce que c'est une nécessité. Non, elles ne sont pas reconnues. Donc, il me semble que c'est la bataille à mener. C'est-à-dire que dans une société de longévité, il y a à la fois, il me semble, bien sûr, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de vieux, que certains sont 20%, des plus de 80 ans qui ont des problèmes d'autonomie. Mais bon, mais si on voit, oui, mais si on voit ça comme ça, uniquement comme un coût et des inutiles sociaux qui coûtent cher, aucun retour sur investissement, alors qu'il y a du retour sur investissement, mais c'est dans la prévention, dans le fait qu'on permet aux gens de vieillir en pleine autonomie parce qu'on a de la prévention. Et donc, investir dans la prévention, mais dès 50 ans, dès 40 ans, il y a un retour sur investissement parce qu'ils auront des ressources pendant longtemps. C'est une façon dans une société de longévité, il n'y a pas d'autre voie pour s'adapter au vieillissement. C'est d'avoir ces ressources et de les optimiser. Pardon, je me permets de faire un peu l'avocat du diable juste sur 2 mots. Est-ce que optimiser et ce mot-là, on revient sur la performance. Est-ce qu'il n'y a pas, oui, je sais, mais en fait, non, je ne veux pas dire performance là. C'est optimiser ces nouvelles ressources qu'on ignore. Alors que c'est extraordinairement riche. Je trouve que c'est un gâchis social. Et il faut qu'on arrive à convaincre les responsables qui font fausse route et qu'en plus, il n'y a pas de solution au vieillissement de la population si on ne se sert pas de ces nouvelles ressources qui permettent d'équilibrer ces nouveaux coûts. Donc, il n'y a pas d'espoir dans le vieillissement. On va dans le mur. Si on considère qu'ils sont qu'une charge et qu'une inutilité sociale. Il y aura quand même un tiers de la population française en 2030 qui aura plus de 60 ans. On ne peut pas dire que, on est tous des inutiles à charge. Alors donc, comment lutter contre cette méfiance? Pourquoi cette méfiance? Et comment faire enregistrer notre rapport à la société? Est-ce que ce n'est pas nous aussi qui sommes en cause? Est-ce que nous n'avons pas l'impression, pas comme aux États-Unis, de rendre à la communauté, mais d'être pas véritablement légitime et légitimé non plus par les autres à faire du bénévolat, Odile? Moi, je ne parle pas de bénévolat, je parle de volontariat. C'est-à-dire les actions sont volontaires, mais ça, c'est personnel. Deuxièmement, et bénévolat, pour moi, c'était ma grand-mère et ma mère qui tricotaient des petits carrés de laine pour faire des couvertures pour les pays africains. J'ai jamais compris pourquoi on faisait des couvertures avec les restes de laine pour dans les pays africains. C'est mon problème. Bon, 1, je suis volontaire. 2, je me suis engagé. Pourquoi? Parce que j'ai tellement le sentiment d'avoir reçu dans ma vie que je suis vachement contente de pouvoir en faire profiter d'autres. J'ai une veine inouïe et j'ai envie que ça puisse profiter à d'autres gens. Bon, alors ensuite, les seniors, on ne va pas les faire persister ou autre, je ne sais pas. Je vais vous lire un petit truc que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une histoire. Dans un film qui s'appelle Une journée sans Mexicains, de Serge Haro, un film de 2004, les Mexicains disparaissent de la Californie tout d'un coup et sans aucune explication valable. Personne n'a jamais soupçonné combien de problèmes de plomberie, de fuites de gouttières, de garde d'enfants, de jardins envahis par les herbes, de maisons écroulées, d'arbres accumulés dans les poubelles municipales, d'enseignants manquants dans les écoles, etc., etc., une telle absence pouvait provoquer. Imaginons qu'en France, de la même façon inexplicable, tous les retraités disparaissent d'un jour à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Ville dépourvue de maire, enfants laissés à eux-mêmes, population fragile sans ressources ni accompagnement, chute brutale de la consommation, la France, sans ses 18 millions de retraités, ne tournerait pas rond.
Premier point, et ça je le fais dans des interventions si possible où il y a des élus. Hein. Premier point, les administrateurs de la vie locale, il n'y en a plus. La moitié de nos communes françaises n'auraient plus de maire. Hein, et je ne parle pas des adjoints à la municipalité, pitou. Les grands-parents qui sont soutien de famille pour la garde d'enfants, pour les enfants, les petits-enfants, pitou. Bon, les appuis éducatifs, on a des papiers sur lire et faire lire sur notre truc. Tous les appuis éducatifs, c'est des parents, des grands-parents, des volontaires. Hein. Ensuite, les mentors, les bénévoles professionnels ou parrains, tous ces gens qui, auprès des missions locales, vont aller accompagner les jeunes dans la création d'entreprises, dans la formation, dans leur orientation, création d'entreprises et autres, c'est extraordinaire le nombre qui sont. Hein. Bon, ensuite, les aidants de proximité vigilants. Qu'est-ce qui fait attention à son voisin qui ne veut plus sortir pendant un bout de temps? C'est les voisins, c'est surtout les bonnes femmes, hein, excusez-moi. Bon, ils sont majoritaires dans les aides aux populations marginalisées. Regardez, que ce soit le secours populaire, et ensuite, c'est surtout les bonnes femmes. Ensuite, ils sont acteurs dans les histoires de questions alimentaires, dans les initiatives d'habitat nouvelles, l'habitat inclusif, tout ce qui est, il y a des tas d'ateliers là-dessous et c'est génial. Qu'est-ce qui a commencé? Elle s'appelle Thérèse Claire, elle a fait les Baba Yaga et c'était encore une bonne femme, hein, bon pardon. Et ensuite, ils sont en milieu rural, ils sont porteurs de l'économie résidentielle. Supprimer les vieux, il y a des tas de ressources qui passent. La Corse meurt immédiatement. Hein. L'économie résidentielle en Corse est gérée par les retraités qui vont en Corse. Bon, et ils sont porteurs de la vie culturelle. Allez dans les musées. Qu'est-ce que vous voyez? Des femmes, des vieilles femmes, hein, bon, qui vont au théâtre, au musée, qui font vivre. Et puis en plus, elles sont créatrices. Ils sont créateurs. Bon, et ils s'engagent dans les luttes zoologiques. Supprimer les vieux, mais on meurt. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est tout. C'est pas mal. Ils ont une expérience invraisemblable à côté. La question, c'est de savoir si dans votre pratique, on reste sur la même thématique de la persistance. On vient d'apprendre par Odile qu'il faut changer de vocabulaire. Mais d'ailleurs, dans cette approche de la vieillesse, les mots sont très importants pour pouvoir dire la réalité des faits. Et il faut qu'on se révolte contre les mots qui sont utilisés à notre égard, qui sont souvent très dépréciatifs, très négatifs, très stigmatisants. Donc, on ne va plus dire persistant, on va dire volontaire. C'est un côté actif, c'est un côté élan, c'est un côté énergique, c'est un côté vital. Est-ce que... Nous, on dit encore autre chose. Ah, alors on va faire un dictionnaire. On va faire le dictionnaire. Nous, on vient du coup du milieu du social, donc on a aussi notre jargon, nos façons de travailler, qui sont peut-être différentes de ce que vous connaissez. Et dans le social et dans la santé aussi, il y a ce qu'on appelle les pères ou les pères aidants, les pères aidantes, qui vivent la même chose que d'autres et qui partagent leur expérience. Et nous, c'est à ce titre du coup qu'on travaille avec des intervenantes pairs à la plateforme. PAIR ou PAIRE, voilà. Dans le sens où c'est des personnes qui partagent leur expérience quotidienne avec nous, donc pour construire des actions, des formations, des outils sur les questions, du coup on en revient, hein, vieillissement, fin de vie, mort, deuil et précarité, et qui aussi ont une autre façon que nous, professionnels. On est 3 professionnels au sein de cette plateforme. Et ce ne serait pas du tout la même approche si on n'était que 3 pros sortant de notre petit master. Donc c'était important pour nous, et depuis le début du projet, qu'il y ait des personnes concernées avec nous, pas juste pour faire joli, mais pour que ce qu'on produise soit adapté aux besoins des personnes et que leur savoir expérientiel y soit utilisé. C'est-à-dire que du coup, il y a le savoir, ce qu'on appelle académique, et nous, on vient dire que le savoir académique, il ne peut pas rouler sans le savoir expérientiel et qu'il faut une association des deux pour aboutir à des projets et des initiatives qui soient cohérentes. Voilà, donc nous, on vient amener le sujet plutôt de la paire et danse dans tout ce débat-là. Paire et danse, ça s'appelle.
PAIR. Père et danse. Bon, il va falloir qu'on s'attelle à faire un dictionnaire. Voilà. Hein, pour Et du pouvoir coup, je faire voulais rentrer. juste signaler Non, dans mais ce... le mot père veut dire égalité, donc Ouais. c'est une égalité de considération, Tout à fait. d'apport à la société, de renversement du regard Et du coup, juste de de la manière... plupart des gens. De manière pratique, ces personnes sont rémunérées pour leur travail sur leur temps d'intervention, même si sont à l'âge de la retraite, par exemple. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. C'est pas give back to the communauté. Hein, c'est pas la rétribution de ce qu'on a reçu qui circule comme un potlatch ailleurs. C'est Donc, ça. vous considérez que c'est une intervention sociale alors? C'est ça. Et que du coup, si moi je suis rémunérée en tant que salariée pour faire ces actions-là, pourquoi les personnes qui interviennent sur les ateliers avec moi ne seraient pas rémunérées? Voilà, en sachant aussi qu'on travaille dans le milieu de la précarité, et que du coup c'est aussi cohérent que ces personnes soient rémunérées pour ce travail-là. Madame, vous voulez nous donner votre expérience? Mon expérience, donc moi je suis une dame où je me suis retrouvée à un parcours de ma vie dans un CHRS. Un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et donc, j'ai eu une cassure dans ma vie, enfin bref. Et ils m'ont remis sur le droit chemin, c'est pas ce que je voulais dire, mais ils m'ont remis dans la vie active, ils m'ont retrouvé un logement. Et donc j'ai côtoyé donc les pensions de famille de Voiron, enfin donc toutes ces personnes-là, des gens de la rue, des gens qui ont eu des parcours aussi donc dramatiques. Et de ce biais, j'ai sympathisé, j'ai apporté un petit peu, on s'est échangé nos histoires. Et puis de fil en aiguille, j'ai apporté un peu de soutien parce que j'étais un peu moins malheureuse qu'eux. Enfin voilà, on s'apporte du soutien mutuellement, on va dire quoi. Et puis après j'ai participé au repas collectif. Enfin j'ai apporté un peu de ce que je savais, parce que je suis pas là, j'ai pas fait de grandes études non plus. J'ai beaucoup plus de pratique que de théorie, voilà, on va dire ça comme ça. Et et puis après je me suis investie de plus en plus. Puis en plus ça m'a permis, après je suis arrivée en âge de retraite, un petit peu de problèmes dans la famille, donc je suis assez seule. Et ça me permet justement de garder des liens, d'apporter un petit peu de mon savoir-faire entre guillemets, parce qu'on n'est pas parfait non plus, hein. On peut encore apprendre à nos âges. Et on apprend toujours, d'ailleurs tous les jours, comme disait Gabin, même à 60 ans, je sais que je ne saurai jamais. Enfin bref, voilà. Non mais c'est vrai, hein. Et puis ça me permet donc de sortir de l'isolement, surtout. Parce qu'autrement je serais vraiment seule, et je pense qu'il y a déjà longtemps que... Et puis j'ai vieilli un peu plus... Je serais peut-être passée de l'autre côté, on va dire. Non, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, et je les en remercie, et si je peux aider justement... voilà. Je vais arrêter. Non, mais c'est une chaîne de réciprocité, d'échange. Ce qui vous a permis d'être sur le droit chemin, vous êtes en train de le redonner depuis que vous allez mieux, en fait. Donc on peut parler d'une chaîne de réciprocité, une chaîne de protection, une chaîne de considération. Sans toutes ces personnes, on ne serait pas là, quoi. Il y en a beaucoup il y en a pas mal qui meurent déjà dans la rue et tout. Et sans toutes ces personnes, il y en a beaucoup qui seraient encore plus dans la rue, et d'autres qui... ils nous aident énormément, quoi. Je pense qu'on peut leur donner, même s'ils ne nous paieraient pas, je crois qu'on le ferait quand même. Mais vous aussi, vous les aidez. Non, mais en fait, c'est un... Vous avez l'air de ne pas vous rendre compte de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Ouais, je suis pas... Vous aussi. J'apporte ma brique, oui, non, mais c'est sûr, mais pour moi, c'est un petit peu par rapport à tout ce qu'on m'a donné, quoi. C'est peut-être ce que je veux dire, parce que c'est pas évident de redonner Mais vous donnez ce que vous êtes. Peut-être beaucoup plus fortement, excusez-moi, hein, mademoiselle, que vous avec votre savoir théorique. Et votre master, 18 années d'études. Et ce qui est formidable, c'est que vous faites alliance. C'est vraiment innovateur. Alors, fantastique, c'est d'avoir mis en place ce système. Oui. Parfaitement innovant. C'est des plateformes qui existent, mais qui ne sont pas institutionnalisées. Alors, on va peut-être passer à la deuxième... Oui, Mélissa? Oui. Vous vouliez passer la parole après
Non, je voulais aborder un autre thème. Non, parce qu'on parle de bénévolat, on parle de volontariat. Après tout, pourquoi travailler? Est-ce qu'on peut considérer que c'est du travail? Parce que quand on travaille bénévolement, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, on ne se fait pas forcément bien voir. Soit parce qu'on prend peut-être la place de quelqu'un qui aurait pu travailler en se faisant rétribuer. D'autre part, en tout cas en ce qui me concerne, mais je ne suis pas la seule, on ne demanderait même pas à être rétribué. Tellement on trouve ça normal de faire ça. Mais après tout, est-ce que c'est si normal? Est-ce qu'il ne faudrait pas professionnaliser, entre guillemets, ce bénévolat de la persistance? C'est une question que je vous pose pour le légitimer politiquement, institutionnellement, administrativement. Après, je crois que c'est France Bénévolat qui avait calculé en PIB. D'une certaine manière, c'est une manière de calculer le PIB du poids du bénévolat pour aussi le montrer dans son impact aussi en emploi temps plein. Après, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même une société de chiffres, donc on a besoin de montrer combien valent les personnes en fonction de ce qu'ils font. Je pense que dans la vie, ça c'est énorme. Mais ça existe. Ça existe déjà. Comment? Je pense que vous les avez sur France Bénévolat. Dans les budgets d'associations, C'est marqué. il y a des associations qui valorisent financièrement les heures de bénévolat pour l'inclure dans le budget. Il y a des règles administratives pour ça. Oui, mais ça n'empêche pas le problème général de le faire accepter. Après, c'est une question aussi de volonté ou de communication, de ce qu'on fait ou pas. Mais je ne vais pas répondre réellement à votre question. Mais parce que par rapport à ce qu'a dit la dame, moi, il y a la question de à quoi ça sert en fait? Pourquoi on s'engage? Ce que moi, je vois dans les entretiens que je fais, de ce que disait la dame, et j'ai oublié votre prénom, mais la question du sens, de l'utilité de Chantal, la reconnaissance, être en lien, partager, du plaisir. Je pense que c'est et de la réciprocité. Et après, c'est dans quel domaine on va le faire. Et malgré tout, je trouve que les gens sont encore plus engagés au cours de la semaine, j'ai échangé avec une femme qui a créé un tiers-lieu qui s'appelle Pas si loin à Pantin. Et donc, c'est à destination, c'est sur la question de l'isolement des personnes âgées. Et c'est un tiers-lieu qui est mixte. Donc, ils ont aussi une cuisine, c'est assez ouvert. Et donc, en fait, ils ont fait aussi un peu dans la même dynamique. Ils ont accueilli les gens à des ateliers couture, ateliers X, ils les emmènent au musée. Et puis, à un moment donné, les personnes qui sont surtout des femmes ont pris aussi le lead et ont animé certains ateliers. Et donc là, ils deviennent chefs de projet, si vous voyez. Et donc, c'est aussi... Et moi, en fait, je me dédouanerais, vous voyez, vraiment... mais ça, c'est un avis très personnel de ces mots, de cette... vous voyez, de ce discours entre comment il faut les nommer, en fait, juste pour montrer que ça change dans la vie de quelqu'un. Après, bien sûr, il y a ce regard politique et on est beaucoup dans une scène médiatique qu'il faut montrer. Mais je pense que le plus beau dans tout ça, en fait, c'est que ça change la vie des dames de Pantin grâce à cette conciergerie. Et peut-être que l'impact, c'est qu'il y ait de plus en plus de tiers-lieux de conciergerie, qu'il y ait de plus en plus aussi... vous voyez, quand je dis... non, mais... Quand, ah non, mais... Comme au XIXe siècle, il faut une reconnaissance frontale. Évidemment, les gens sont formidables. Évidemment, les vieux donnent à la société. Mais vous savez... C'est un combat politique. Mais c'est un combat politique. Mais c'est un combat politique, ça, je ne l'enlève pas. Mais ce que je dis... Oui, et... Vous voyez, par exemple, je reviens sur Pantin, c'est payé par le conseil départemental, mais je pense que ces initiatives, elles sont intéressantes. Ce que je parlais d'alternative, l'écologie, c'est intéressant. Je pense que ça ne se dédouane pas, en effet, d'un combat général et politique. Mais est-ce que le combat politique est celui de dire tous les chiffres d'Odile qui sont réels,
Ou est-ce que le combat, c'est de dire, en fait, il y a x problèmes sur nous, notre sujet, et sur lesquels on veut militer. Je vous donne un exemple, et après, je m'arrêterai. En ce moment, j'anime un atelier dans ma commune avec des retraités de la ville, dans l'association des retraités de la ville, où on est parti de leurs expériences vécues, de leurs souhaits, pour mettre en place des actions. On part de leurs besoins, de leurs problématiques dans leur quotidien, et leurs problématiques de leur quotidien, c'est, en tous les cas, il y a des problématiques de vol et il y a des problématiques de vouloir sortir la nuit, par exemple, de mobilité. Et donc, c'est comment on amène ensemble, dans la co-création, à faire changer les choses pour eux, mais sur des problématiques que chacun vive. Je pense que, et c'est politique ce que je vous dis. Vous voyez, je pense que peut-être que je m'exprime pas bien, mais il y a différents degrés où j'ai l'impression que médiatiquement, par exemple, le nombre de retraités qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est dit, c'est vu, peut-être qu'il faudrait que ça soit encore plus dit, mais que malgré tout, il faut qu'il y ait un truc qui change dans la vie des gens, en fait. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui fait que demain, politiquement, les femmes retraitées ou les hommes retraités vivent mieux ? Oui, les deux peuvent aller ensemble, mais comment faire reconnaître aussi le travail fait par... Nous, on a une journée, on nous donne une journée. C'est comme pour les femmes, la journée des aidants. Alors, les femmes, elles ont une journée. Alors, quand on est aidante, on en a 2. Ben, c'est pas beaucoup dans une année par rapport à tout ce qu'on fait silencieusement, etc. Donc, comment faire pour, non pas officialiser, parce qu'on s'en fout d'officialiser, mais pour enlever cette couche supplémentaire qui nous est beaucoup accolée. On nous dit « Ah, mais c'est parce que vous êtes retraité que vous engagez dans des actions bénévoles, parce que comme ça, vous êtes moins seul, on vous tire de l'isolement, finalement, on vous apporte du profit. » Mais nous apportons du profit. Il faut inverser la dialectique. Mais non, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, hélas, dans le regard public. Odile. Faut le faire des deux côtés. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, moi je sais que dans Orgry, on essaie d'avoir des choses qui vont interpeller les pouvoirs publics, locaux et tout ça. Je serais plus au niveau proximité des communes, parce que le public, moi, les décisions jacobines me fatiguent énormément. Et d'autre part, il faut, au niveau local, permettre aux individus d'exprimer qui se sentent à l'aise par rapport à la possibilité de dire certaines choses collectivement ou pas. Donc, je dis, c'est des deux côtés qu'il faut le faire. Donc, dernier thème de notre séminaire, avant de passer la parole au public. Quelles sont les voies d'avenir ? Alors déjà, est-ce qu'on abandonne le mot de persistant pour le beau mot de volontaire, et quelles sont les voies d'avenir pour que, et je partage complètement l'avis de Mélissa, mais avec la considération qui devrait nous être accordée et qui ne l'est pas encore, pour que le temps de la retraite, d'ailleurs ce mot de retraite je trouve horrible, horrible, retraite c'est retrait quand même, et dans l'acception sociale c'est fini quoi, vous n'êtes plus rien. Donc comment faire en sorte pour que cette nouvelle vie qui nous est offerte soit une vie considérable pour nous dans le don, l'altérité, la réciprocité, etc. et soit une vie aussi qui nous procure du plaisir et du bonheur, vous qui travaillez depuis très longtemps sur ces sujets-là. Oui, d'une part, je dirais que... oui, jubilados. C'est magnifique. Si on appelait nos maisons de retraite les casas de jubilación, je crois que les gens iraient plus volontairement. Ça changerait peut-être les choses. Jubilación. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Quelle était la question là, parce que j'ai perdu mon fil. Quelles sont les voies d'avenir, quelle est l'historicité, contre quoi on peut combattre?
Non, il me semble que c'est très important, je ne sais pas si je suis assez... Oui, voilà. C'est très important de combattre et de faire admettre l'ensemble des ressources qu'on présente. Mais en même temps, il n'y a pas que le volontariat. Tout le monde n'est pas... a des parcours différents. Donc il y en a qui veulent continuer à travailler. Le vieillissement actif, au sens où l'avait défini l'Europe au début des années 2000, c'était effectivement cette pluralité d'activités choisies qu'on pouvait développer. Il y en a qui préfèrent continuent à travailler parce qu'ils ont des jeunes enfants, parce que la parentalité tardive, ça existe, etc. Il y en a d'autres qui veulent s'arrêter pour des tas de raisons et qui vont s'engager dans une activité qu'ils choisissent. Donc il me semble que le moment de la retraite, c'est-à-dire le moment où on touche une pension, donc on n'est plus dans un... on a le moment de choisir vers quoi on va s'engager, en utilisant ses ressources, chacun a ses compétences et ses ressources, et son choix. Donc il n'y a pas qu'un modèle. C'est ça que je voudrais dire, c'est qu'il y a une pluralité de modèles et que ce qui me semble caractériser cette période de la vie, et c'est une grande chance, c'est de pouvoir choisir la manière dont on va développer sa vie. Avec une vie qui dure 100 ans, il est évident que d'ailleurs on peut faire plusieurs choix successifs. Selon ses capacités, etc., qui peut-être diminuent. Bon. Mais donc ce vieillissement actif est lié aux ressources que nous détenons et qu'il faut absolument... Moi, je crois que c'est le principal lutte parce que les termes ne changeront que quand on aura bien compris. Oui, le regard, il va changer parce qu'on l'aura voulu, on se sera battu pour. Donc c'est les vieux qui doivent inventer pour les vieux des nouvelles solutions. Pour moi, c'est effectivement faire part des rôles sociaux absolument vitaux pour le fonctionnement de la société qu'on tient. Il faut mettre ça en valeur et combattre là-dessus. Et c'est à partir de là qu'on pourra agir sur un changement de vision. Parce qu'en France, les vieux sont des déficients. Ils sont déficients. D'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'on a eu... Pourquoi ? Parce que nous, en premier lieu, parce qu'on a construit une assurance dépendance, ensuite reprise par l'APA. C'est pas parce qu'on a mis le mot autonomie à la place de dépendance que ça a changé quelque chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est cette assurance dépendance ? C'est en fait, on va compenser vos manques. Donc d'emblée, vous construisez la vieillesse comme dépendance. Et donc, il faut lutter contre ça, parce que ce n'est pas partout pareil. Ailleurs, dans d'autres pays, on a développé un droit à l'autonomie pour tous. Et donc, on a mis en place des services de soins longue durée, mais qui étaient basés sur les besoins. Nous, on a mis en place une assurance dépendance qui ne s'adresse qu'aux plus dépendants. Donc, on ne fait pas de prévention. Ben oui, parce que c'est les GIR 1, 2, 3 et vaguement 4, et les autres, on ne fait rien. Donc, cette logique de compenser la perte nous fixe dans une manière, dans une image de la vieillesse, et qui est coûteuse et inutile. Voilà. Donc, il faut sortir de ça et aller vers les autres pays. C'est à la majorité des autres pays. Nous sommes les seuls, avec la Belgique, à avoir construit l'assurance dépendance comme ça. Tout le reste du monde a construit un droit à l'autonomie pour tous et à la citoyenneté, au maintien de la citoyenneté. Donc, si je prends le Japon, on a des paniers de services fournis par les municipalités
Et au sein des paniers de services qu'on leur propose, vu le niveau d'aide auquel ils ont droit, par leur assurance soins longue durée, ils peuvent choisir ce qui leur convient. Donc on les respecte comme des citoyens qui peuvent choisir. Comment ? Non, mais pas seulement. Mais en plus, les robots, il y en a qui sont mal conçus. Mais j'ai un programme UnOfCare qui est justement là-dessus. La comparaison France-Japon sur la manière dont les robots peuvent être utiles ou pas dans les soins aux personnes âgées. Alors, on va terminer ce tour de table et puis donner la parole au public. Comment faire? Alors, donc, finalement, c'est une forme d'autogestion sur le terrain avec des cercles contagieux de modèles qui respectent le désir des retraités qui peut marcher. C'est ça, Odile? Que les initiatives se multiplient et qu'elles deviennent fortes. Qu'il y ait des initiatives, qu'elles se multiplient, qu'elles deviennent fortes. Mais moi, la chose importante, c'est qu'on maintienne chez les seniors une insatiable curiosité, comme dirait Kipling, parce que ce qui fait vivre, c'est continuer à être curieux. Curieux du monde, curieux des autres, curieux de son quartier, curieux de la vie. Et je pense que la curiosité des choses, pour moi, est le moteur de tout. Bon, c'est tout. Et j'irai pas plus loin, parce que ça suffit. Je ne sais pas. Ça m'a perdu sur ce que je voulais dire, pardon. Moi, ce que je voulais dire, c'était que du coup, en tant que pas vieille, moi, je me mets dans le contre-pied. C'est que du coup, je suis pas comme. Je me dis que c'est important pour que les gens qui ne sont pas vieux reconnaissent le savoir expérientiel des personnes âgés et des seniors, comme vous voulez, des vieux, des vieilles, comme vous voulez vous appeler, et que du coup des personnes concernées par les sujets, là on est sur la vieillesse, mais de manière générale, et que du coup ce soit quelque chose qui soit ancré dans notre société et dans notre fonctionnement démocratique, j'ai envie de dire, de pas faire des choses pour des personnes sans les personnes et de toujours avoir cet aller-retour. Voilà. Mais du coup, c'est la base de beaucoup de travail social et c'est la base de ce qui se fait en éducation populaire aussi de manière générale. On ne fait pas des choses pour des personnes sans d'autres personnes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Mandela. Mais du coup, voilà, c'est l'idée de cette philosophie-là qu'on porte au sein de la plateforme, au sein de l'asso et qui est portée sur pas mal de sujets. C'était un peu ça mon message. Voilà. Chantal, votre espoir? Mon espoir de vivre encore longtemps et d'aider beaucoup de gens. Alors voilà, vous avez des micros dans la salle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. On va continuer comme ça. Maintenant, on a jusqu'à 4h30. Ah bon? Oui. Ah bon, alors il nous reste des minutes. Les questions courtes, hein? Il n'y a pas d'autres ateliers? Non. À quelle heure? Oui. Bon, alors allez-y. Bon, je vais essayer. On avait jusqu'à 4h30 comme hier. C'était que pour les femmes. L'heure et demie, c'était que pour les femmes. Je vais faire parler très vite. Juste l'impression qu'à chaque fois qu'on me demande, depuis qu'il y a la retraite, comment tu occupes ton temps, je prends ça comme une horrible insulte. Donc je les regarde et je leur dis, je fais comme toi, je vis. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est tout au long de cette discussion, et en particulier quand on a passé ça au niveau politique, je n'ai pas pu m'empêcher d'associer ça avec ce que dit Cynthia Fleury en ce moment, qui me semble complètement croiser notre problème. Ce n'est pas le problème des vieux, mais c'est prendre la question à l'envers. Qu'on est dans une civilisation où tout ce qui a rapport au corps, ce que les êtres humains donnent aux autres par rapport au corps, est complètement invisibilisé. Et qu'elle dit ce qui serait très important, c'est qu'au niveau de notre culture, ou au niveau même de notre pays, au niveau législatif, chaque citoyen soit obligé, comme le service militaire,
de consacrer une partie de son temps du soin au corps. Et je trouve que c'est une idée tout à fait simple et que je trouve prodigieuse, parce que ça vient à remettre en avant ce que font et les femmes et les vieux, d'aider tout ce qui a rapport aux soins au corps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je vais essayer d'être rapide aussi. Alors moi, de profession, j'étais kiné. Donc le corps, voilà, ça me parle beaucoup. J'ai travaillé auprès d'enfants handicapés moteurs. Et la vision des vieux, c'est aussi la même vision que le handicap. C'est exactement sur le même format. Vous parliez de cette dépendance, de comment on va coter les voilà. Alors première réflexion. Ensuite, pour changer le monde, il faut aussi effectivement, je pensais vraiment changer le regard, la société. Vous parliez du Japon. Je crois que le mot retraite, ce mot-là n'existe pas dans le vocabulaire au Japon. J'avais cru lire ça. Dernière chose, ça c'est un petit clin d'œil, une idée pour le mot persistant. On pourrait faire pair, P-A-I-R, sistant. Voilà. Deux choses très rapidement. Donc, effectivement, on peut faire un parallèle aussi avec les demandeurs d'emploi et effectivement les personnes qui sont en retraite, dans la mesure où, quand on n'est pas une valeur marchande dans la société, on n'est pas forcément grand-chose. Donc, voilà, parce qu'en ce moment, je suis un demandeur d'emploi de 62 ans. Mais autre chose, je voulais dire, pour connaître toutes les ressources que vous avez tous, si vous travaillez, et toutes, si vous travaillez pour des associations. Effectivement, il y a un moyen de faire remonter toutes ces ressources aux différents ministères, aux collectivités locales, c'est de demander un passeport bénévole, effectivement à France Bénévolat. C'est ce que j'ai fait moi pour chercher du travail, je cherche encore du travail, mais j'ai fait recenser mes 6 ans de bénévolat dans une association avec le président qui a détaillé toutes mes compétences, tout ce que j'ai fait, etc. C'était en Italie. Et vous pouvez le faire, et peut-être, en associant tous ces passeports, vous pouvez faire remonter effectivement la valeur réelle de toute cette énergie collective des personnes qui sont actuellement en retraite. Voilà. Mais en fait, même avant la retraite, en fait, moi je suis aide à domicile. La question du soin dans la société, la valeur, elle n'en a pas plus quand on a 25 ans, quand on est aidant familial ou quand on est retraité. Du coup, moi, ce qui me choque, c'est d'entendre parler des personnes comme des ressources sur lesquelles on doit faire des retours sur investissement. Moi, je ne vois pas comment, en gardant cette mentalité-là, les personnes âgées vont trouver une place, pas plus que les personnes précaires, pas plus que les personnes handicapées. En fait, désolé, mais ça ne rapporte rien. Si on est dans une logique capitaliste, en fait, de penser la société en fonction de ressources qui rapportent, désolé, on ne rapporte rien dans cette vision-là. Et du coup, si on ne remet pas ça fondamentalement en question, moi, je pense qu'on ne lutte pas au bon endroit. Oui, si je peux répondre un petit peu, parce que c'était une question, j'ai argumenté ça par rapport aux politiques. C'est comme ça que vous les convaincrez. C'est comme ça que vous arriverez à les convaincre, parce que lutter contre le capitalisme, il y a un moment qu'on le fait. Je ne crois pas que... oui. Non, c'est la question de la prévention, par exemple, c'est très simple, mais comme c'est difficile de calculer le retour sur investissement de la prévention, parce que c'est comme l'investissement social, hein, c'est comme la transformation qu'il faudrait faire de nos politiques sociales. Ça a été fait dans un certain nombre de pays où on est allé vers l'investissement social et donc c'est comme ça qu'on peut convaincre les politiques. C'est comme ça qu'on peut les convaincre parce que c'est les gros sous, les politiques, donc c'est comme ça qu'on peut les convaincre qu'il y a une autre voie à prendre. Mais hier, quelqu'un disait que les mammographies, les routines n'étaient plus pris en charge à partir de 72 ans. Non, ça c'est faux. Elles sont prises en charge, mais vous n'avez plus de convocation régulière. C'est ça
C'est ça la limite. Et là, on retombe sur les limites d'âge. Les limites d'âge tellement chères à notre société française. Bon, ben merci. Il y a beaucoup de boulot à faire. On compte sur vous. Proximité contagieuse et reconnaissance de notre rapport à la société qui est beaucoup trop déconsidéré. Merci, merci.